Alors, bonsoir à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour notre seconde soirée débat sur le thème de la sécurité dans le cadre des élections municipales de mars. Le besoin de sécurité est un besoin fondamental qui commence dès le début de vie et qui évolue en fonction de nos capacités à faire face aux dangers, en fonction de nos vulnérabilités. C'est un sujet qui est souvent numéro un dans les rencontres avec les habitants, qui sont la plupart du temps demandeurs d'action pour sécuriser les abords des écoles, pour diminuer l'insécurité routière, pour améliorer la tranquillité publique. C'est un vaste sujet. Et pour aborder ce thème, ce soir, nous accueillons Huyssan Kreker, adjoint au maire élu Nouvelle-Donne et adjoint au maire de Quimper, pardon, en charge du renouvellement démocratique, des ressources humaines et du dialogue social. Il est également conseiller communautaire. Et Philippe Brouder, lui aussi adjoint au maire à Quimper, en charge de la tranquillité publique, justement, des anciens combattants et des politiques mémorielles. Il est également membre du bureau exécutif du Forum français pour la sécurité urbaine. Il est également conseiller communautaire et il est référent pour le Finistère des radicaux de gauche. Voilà pour nos intervenants qui vont nous exposer une particularité de la ville de Quimper, les assises de la sécurité, qui sont un temps fort d'information, un espace de dialogue. L'objectif étant de poser les problématiques quimpéroises sur la sécurité et faire émerger des propositions d'orientation avec la collaboration des habitants. À l'issue de la présentation, nous aurons un temps de questions-réponses et donc je passe la parole à nos intervenants. Merci, 800. merci Françoise. Et je tenais à remercier aussi donc Philippe, mon collègue élu à la mairie de Quimper, qui nous vient donc des radicaux de gauche et qui est très content de partager cette expérience que l'on mène avec toute l'équipe à Quimper. Hop. Et là, je laisse donc la parole à Philippe pour nous reposer les bases du triptyque de la sécurité qui a conduit toute notre action de tranquillité publique à Quimper. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci 800. Alors je corrige quelques petites choses. Donc, je suis simple adhérent chez les radicaux de gauche. Je suis pas responsable de quoi que ce soit. En revanche, je suis vice-président effectivement du Forum français de sécurité urbaine. D'accord. Alors, en fait, c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à la demande de 800 de pouvoir intervenir sur ce sujet, qu'est la sécurité, la tranquillité publique. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui, à gauche, est souvent un sujet, on va dire, entre guillemets, délicat, ou en tout cas, peut-être on a eu tendance, les partis de gauche, à ignorer tout ce qui touchait autour de la sécurité, etc., pendant trop longtemps. Et pourtant, vous l'avez dit, madame, aussi, c'est vrai que c'est une priorité et on sait très bien que ce sont justement les personnes les plus socialement démunies qui sont les premières à être victimes de l'insécurité ou en tout cas oui, du manque d'engagement des services de protection, qu'elles soient de l'État ou des municipalités. Donc, c'est pour nous une valeur importante que de pouvoir donner à tous une égale sécurité dans ses déplacements, dans sa vie quotidienne. Alors, à Quimper, effectivement, nous avions, donc, lors de notre campagne de 2020, souhaité mettre en place un véritable, comment dirais-je, service de tranquillité publique. Il y en avait un auparavant, mais qui était un peu une coquille vide, on va dire, et notamment en réactivant, parce que la pierre angulaire en fait de tout ce qui touche à la tranquillité publique et à la sécurité, c'est le Conseil local de sécurité publique, de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la politique de tranquillité publique. Et également, on a mis en place une police municipale. Rien que le fait de vouloir mettre en place une police municipale au sein de notre majorité, qui est une majorité composite de gauche, avec vous, Nouvelle Donne, nous, les radicaux de gauche, mais également le Parti communiste, les Verts, le PS, Génération S, et Place Publique cette fois-ci. En tout cas, ça a été plutôt, les gens étaient opposés,
partant du principe que en fait, la sécurité, c'est l'argument qui revenait tout le temps, c'est de l'ordre du régalien et donc de l'État. Et on n'a pas, nous, collectivités, à prendre en charge le financement d'une police municipale, par exemple. Et pourtant, on l'a porté et aujourd'hui, tout le monde est bien conscient, 800 également, et notamment nos maires de quartier, nos adjoints en charge des quartiers, voient bien tout l'intérêt d'un tel service, puisque le service de tranquillité publique, et particulièrement la police municipale, est un service hyper transversal, puisqu'ils sont sur la voie publique toute la journée, et c'est eux qui font remonter, je sais pas moi, des dépôts de déchets sauvages, une poubelle qui déborde, un éclairage public qui ne fonctionne pas, et tout ça, en fait, c'est tout l'intérêt d'être sur la voie publique. Et au-delà de ça, de sécuriser, d'échanger avec la population, puisque nous avons souhaité effectivement une véritable police de proximité, en lien avec la population, les commerçants, etc., et en privilégiant ici des moyens de locomotion qui peuvent mettre en contact avec la population, notamment essentiellement à pied, à vélo ou en bus. Bon, ils ont évidemment des véhicules également, mais voilà. Donc tout ça pour dire que cette politique de tranquillité publique, cette politique de sécurité ne va pas de soi pour beaucoup de gens de gauche. Alors parfois de façon un peu naïve, hein. Il ne s'agit pas d'être, c'est ni naïf ni shérif, c'est tout simplement d'être pragmatique et de voir tout l'intérêt d'avoir des services municipaux de protection. Voilà pour cela. Alors nous avons dès le début du mandat, en 2022, souhaité mettre en place, et Vicente en parlait tout à l'heure, des assises de la sécurité, donc qui a permis justement d'objectiver tout ce qui touchait au sentiment de sécurité ou d'insécurité, et en lien tout ça avec la population, et de mesurer en fait quelles sont les grandes problématiques en termes de sécurité. Ce qui est ressorti sur Quimper, c'est essentiellement tout ce qui touche autour de la sécurité routière, la vitesse excessive, le stationnement gênant, etc., les voitures ventouses. Donc c'est tout cela qui est arrivé en premier, avant même les stupéfiants, etc. On a refait une autre séquence d'assises en 2024. Et parce que ce qui était intéressant en 2022, c'est qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont émergé de ces assises par le biais de la population, et donc on les a mises en œuvre. Et on a pu mesurer en 2024 l'effet de nos actions, et aussi d'avoir d'autres propositions. Et là, c'était vraiment très axé sur comment dirais-je, la sécurité routière. En fait, une politique de sécurité, je parlais tout à l'heure du FFSU, du Forum français de sécurité urbaine, dont j'ai effectivement la vice-présidence. C'est plus de 250 villes en France. C'est donc une association qui date de 1992, qui a été mise en place par Monsieur Bonnemaison, qui était à l'époque député et député maire, et de Maison-Alfort, je crois. Et donc en fait, on regroupe là les villes, et on est également membre du Forum européen de sécurité urbaine. Et à ce titre, tous les pays, il y a le forum espagnol, le forum italien de sécurité urbaine, le forum allemand, etc. Et donc on se rend compte et on partage nos problématiques. Là, c'est vrai que c'est essentiellement basé en ce moment sur le narcotrafic, mais au niveau du forum français, on aborde toutes les questions, et la sécurité, c'est aussi tout ce qui touche à la sécurité civile, donc le plan communal de sauvegarde, et puis effectivement les polices municipales et autres, voilà. Tout ça pour dire que donc on a mis en place un plan. En fait, je voulais dire surtout, c'est que une bonne politique de sécurité, de tranquillité publique, c'est un triptyque. Le triptyque, c'est donc la cohésion sociale en premier. Et c'est vrai qu'ici à Quimper, on a une très forte cohésion sociale dans l'Ouest en général et en Bretagne, et en particulièrement à Quimper. Il y a un tissu associatif très riche, que ce soit culturel, sportif ou toute autre association. Euh, donc ça, c'est important d'avoir une bonne cohésion sociale. Ensuite, c'est la prévention, et je vais vous donner quelques actions de prévention qu'on a menées. Et enfin, la répression, qui n'arrive qu'en dernier, partant même du principe peut-être que lorsqu'on arrive à la répression, pardon, j'ai dit la prévention, à la répression, c'est peut-être que les deux premiers items, que sont la cohésion sociale et la prévention, sont peut-être défaillants. Donc, sur la prévention, déjà, je vous l'ai dit, on va avoir un CLSPD, un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est très actif,
qui regroupe donc évidemment nous, la mairie, mais également les services de l'État, la préfecture, la procureure de la République, la police nationale, tout ce qui est les transporteurs également publics, les bailleurs sociaux, la prévention, l'éducation nationale, la PJJ, le SPIP, enfin, bon, tout ça, ce sont des acronymes, mais ce sont des services de l'État et aussi également donc des associations. Et ce CLSPD dynamique qui permet justement après de mettre en œuvre des actions. Au sein de notre CLSPD, nous avons trois groupes de travail qui se réunissent une fois par trimestre, chacun de ces groupes. Un premier qui est donc sur les jeunes exposés à la délinquance, un deuxième qui est sur les personnes vulnérables et un troisième qui est sur la tranquillité publique au sens large. Et donc, de tout cela, on a mis en place des actions. Par exemple, rapidement, Vicente a préparé un petit diaporama, mais comment on a mis en place, par exemple, le Quimpernos. Donc, c'est un dispositif dans lequel on a décliné donc avec une commission des débits de boissons, des actions également. On a fait le Quimnos Van qui vont à la rencontre. C'est un van en fait qui va à la rencontre des nosambules, hein, c'est du breton tout ça. Donc, c'est les gens qui sortent la nuit. Donc, notre bus va à la rencontre des jeunes et des moins jeunes qui sont sur la voie publique la nuit pour faire de la prévention. Alors, de la prévention sur les violences sexuelles et sexistes, sur également l'alcoolémie, les prises de drogue, enfin, tout ce qui rend les produits psychoactifs licites ou illicites, avec des distributions de préservatifs, de bouteilles d'eau, enfin, des échanges aussi, de la sensibilisation avec notre violentomètre, le harcélomètre, enfin un certain nombre d'outils comme ça qui sont mis à disposition des jeunes en fonction de la discussion qui est échangée. On a également un sifflet anti-relou, c'est un outil aussi intéressant. Voilà, et puis donc ce sont voilà, des actions et tout le CLSPD a apporté beaucoup de financement aussi, de cofinancement, puisqu'on a monté des dossiers pour pouvoir avoir un cofinancement avec la MINDECA, la mission interministérielle de lutte contre les addictions et les dépendances. Donc on a un certain nombre de projets qui sont cofinancés avec des acteurs publics, puisque la MINDECA, c'est comme son nom l'indique, une mission interministérielle. Et puis on a également donc, tout ce qui est sur comment dirais-je, les échanges aussi partenariaux, puisque par exemple, on travaille avec, nous, c'est la prévention, le PIM, je pense, qui par exemple participe au Camp Nozvan, une association qui s'appelle Nous Toutes, qui est là pour faire de la prévention sur les violences sexuelles et sexistes. On a mis en place également un dispositif demandé Angela, que vous connaissez peut-être et que vous mettez Oui. peut-être en œuvre aussi dans vos villes. Voilà, donc c'est tout cela en fait qui fait une politique de sécurité qui est équilibrée, on va dire. Donc prévention, cohésion sociale et répression. Voilà rapidement pour vous dresser le portrait des différentes actions qu'on a pu mener sur Quimper. Après, j'ai pas trop suivi, je crois, le diaporama, mais si vous avez des questions, des choses, voilà, je suis disponible. Je regarde quand même vite fait si j'ai rien oublié de trop, mais oui, évidemment après, mais je crois que 800 reviendra après sur tout ce qui est démocratie participative, les conseils de quartier, etc. Moi, je suis vraiment sur l'axe donc tranquillité, sécurité publique. Et évidemment, je le précise aussi, c'est tout ce qui fait, c'est le bon partenariat que l'on a mis en place avec les acteurs locaux que sont la procureure de la République, des liens de confiance. On fait du rappel à l'ordre, par exemple, on fait des mesures de responsabilisation à l'éducation nationale quand un mineur, par exemple, enfin un mineur, un élève est viré une semaine, exclu de son établissement scolaire, il vient à la mairie faire des stages, etc., de sensibilisation avec alors déjà une intégration dans un service, par exemple aux espaces verts ou à la peinture ou je ne sais où au garage, enfin peu importe, mais aussi une sensibilisation à tout ce qui est citoyenneté avec l'Expo 13-18, à une rencontre avec la police municipale, enfin bon voilà, on essaye de faire cela. Le rappel à l'ordre, je l'ai dit, donc là c'est une convention qu'on a avec le parquet qui nous permet, quand un mineur, ou un mineur ou un majeur d'ailleurs, quand il y a un délit qui n'est pas poursuivi par le parquet, plutôt que de rester sans réponse, c'est aussi l'occasion de refixer les règles. J'en ai fait un la semaine dernière d'un jeune de 13 ans qui circulait à trottinette électrique débridée.
alors qu'avec ses 14 ans, à la limite, il avait 13 ans, elle était débridée, elle n'était pas assurée. Enfin, il y avait plein de dysfonctionnements. On avait fait le calcul. En gros, il y avait pour plus de 10 000 € d'amende si on avait verbalisé. Et donc là aussi, ça permet de rencontrer l'enfant et puis les parents et de voir aussi que finalement, il y a peut-être d'autres accompagnements à proposer. Au-delà, et finalement, l'infraction est le point de départ finalement d'une médiation et d'une discussion avec l'enfant. Voilà rapidement ce que je peux vous dire sur ce sujet. Mais évidemment, c'est très vaste. Donc après, je ne sais pas trop quelle est l'attente exacte que vous avez sur ce sujet. Merci Philippe. Je vais prendre la suite. Donc c'est sur l'aspect concertation. Philippe l'a dit, une politique de tranquillité publique ou de sécurité au sens global, ça a besoin de beaucoup de partenaires. Et le premier partenaire, c'est notamment les habitants. On s'inscrit dans toutes nos politiques par une politique de démocratie participative. Un des piliers qu'il a déjà pu aborder, c'est notamment les assises locales de la sécurité. Euh, donc, il vient déjà sonder les habitants sur leurs attentes, leurs priorités, et l'important, c'est de le faire de manière régulière. Il est notable de dire que c'est avant chaque assise, on lance un questionnaire, et c'est le fait d'aussi le réitérer qui fait avancer notre étude. Le dernier questionnaire, ça a été quand même 2010 réponses exploitables, 2 fois plus que le questionnaire de 2022. Donc il y a vraiment une appropriation par la population de ce questionnaire. Et ce qui était important aussi, c'est dans ce questionnaire d'impliquer les agents de proximité. Donc c'est des agents qui vont être en contact direct avec du public extérieur ou directement en déploiement dans les quartiers. Et donc c'est 180 réponses qui viennent en plus enrichir tout cela. Je vous en ai mis juste un extrait dans le cadre de la présentation, mais vous pouvez retrouver l'intégralité des assises sur le site internet de Quimper, quimper.bzh. Trois choses durant ces assises. Donc, ces études, du coup, de remontée d'informations de la population. On fait venir des experts aussi qui permettent de former la population. Si on veut faire justement des diagnostics au plus juste, il faut qu'on soit formé dans nos réponses et dans les connaissances qui s'y passent. Et enfin, un axe plan d'action. Je reviens juste sur l'aspect, on parle là de la sécurité au niveau municipal. Euh, et ce qui était intéressant de noter aussi, c'est il y a pas forcément une corrélation totale entre le sentiment d'insécurité locale et nationale. C'est-à-dire que on avait par exemple en 2024 à Quimper un sentiment d'insécurité qui reculait, donc une situation sécuritaire à Quimper qui s'améliorait légèrement, alors que dans le même temps, les mêmes personnes admettaient ou disaient que leur vision au niveau national était négative. Donc c'est bien vous dire que peu importe le cadre ou les événements nationaux, vous pouvez vraiment avoir un impact en local dans votre action et vous pouvez vraiment changer et avoir une perception locale qui peut être différente de personnes qui vont même voir des choses au national, même au travers d'une télé sur certaines chaînes un peu anxiogènes. Et dans ce cadre de la concertation, on a travaillé sur les questions, les thématiques prioritaires avec les différents conseils de quartier. Quimper possède 4 conseils de quartier. Chaque conseil de quartier, c'est 40 personnes, donc des volontaires, des personnes tirées au sort sur cadastre. On avait commencé tirage au sort sur liste électorale, mais on est passé sur les adresses afin d'avoir des gens qui n'étaient pas inscrits sur liste électorale. Et enfin, des associations de quartier. On les a sondés au début des 2 mandats et la sécurité a été le sujet numéro 1 sur 2 conseils de quartier et était en 2e position sur les 2 autres. Donc autant vous dire que c'était archi prioritaire. Mais qu'est-ce que les habitants des conseils de quartier entendaient par sécurité ou volonté de travailler sur la sécurité? En fait, ce qui est beaucoup remonté pour eux, c'est les déplacements, la mobilité. Ils voulaient que les, tous les profils d'habitants puissent se déplacer en sécurité, à savoir
que les poussettes devaient pouvoir circuler, ne pas avoir besoin d'aller sur la route, que les personnes âgées devaient aussi pouvoir se déplacer et avoir typiquement, par exemple, des grandes montées, on doit pouvoir avoir des bancs pour se reposer, ce genre de choses. Et eux, ils entendaient vraiment cela par la sécurité. Et donc, c'est de la cohabitation entre les différents modes de déplacement et comment pouvoir se déplacer le plus en sécurité possible et à toute heure, parce qu'il y a aussi des questions autour de l'éclairage qui en est ressorti. On a bien été les titiller pour savoir s'il n'y avait pas des sujets plus larges sur la sécurité, mais non, non, ils étaient bien sur ces sujets-là quand ils parlaient de sécurité. Donc aussi dire que derrière le mot sécurité se cachent aussi différentes attentes. Et il ne faut pas penser que sécurité, c'est seulement les notions de violence physique ou d'injure. C'est vraiment pas du tout les attentes forcément des habitants. Euh, Afin de mener ces actions, donc les conseils de quartier ont pu déposer des actions au sein du budget participatif. Donc nous, on a un budget participatif de 700 000 euros tous les 2 ans. Et en parallèle de ça, les conseils de quartier ont aussi un budget autonome de 25 000 euros tous les 2 ans qu'ils peuvent, en souveraineté, utiliser pour améliorer leur quartier. Et je tenais à vous mettre quelques exemples d'actions dans les quartiers. Donc typiquement, par exemple, ils avaient l'action sécuriser les quartiers résidentiels. Ils ont créé un trottoir sur un trajet à risque qui permettait de mener à une maison de santé et qui faisait aller à côté d'une voie à forte circulation élevée et avec des vitesses aussi élevées pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. Ils ont demandé des passages de voie à sens unique parce qu'il y avait trop de risques de se percuter et pas assez d'espace pour pouvoir se déplacer. On a travaillé sur des stratégies d'éclairage nocturne. On a le SDA, le schéma directeur d'aménagement des lumières, où on a mis en place de la concertation avec un certain nombre d'associations, des questionnaires en ligne, et les gens pouvaient aussi nous signaler sur une carte interactive tous les besoins d'amélioration de l'éclairage. On a eu toute une phase où on avait pas mal diminué l'éclairage, avec les économies d'énergie, avec une volonté aussi de faire des trames noires. Et on a retravaillé ça avec les habitants pour faire plutôt du sur-mesure au niveau de l'éclairage public, avec certaines associations des marches exploratoires, donc notamment avec des associations féministes qui ont permis, dans certains équipements ou certains quartiers, de voir quel trajet pouvait être amélioré avec de l'éclairage nocturne. On a eu toute une politique aussi en concertation avec les écoles dès le début du mandat sur la sécurisation des abords des établissements scolaires. Philippe l'a évoqué, c'était le gros sujet sécurité qui remontait très vite en début de mandat. À savoir, mais vous devez l'avoir vécu à titre de parent ou à titre d'élu, les abords d'école où tout le monde veut se garer au plus près, déposer son enfant juste devant la grille d'école. Donc c'est vraiment le sujet qui est remonté et on avait vraiment une demande de sécurisation des déplacements pour pouvoir s'approcher des écoles à pied en toute sécurité ou que les enfants puissent sortir aussi en toute sécurité des écoles. Ça a conduit à un plan ambitieux où on a attaqué les écoles les unes après les autres et donc avec les objectifs de réguler les flux d'usagers, principalement en période d'affluence, donc voilà, dépose et récupération des enfants, favoriser les déplacements des piétons et cyclistes à destination des écoles, le cheminement et la traversée des piétons aux abords, augmenter la visibilité du périmètre scolaire, donc c'était vraiment faire comprendre qu'une école était là et qu'elle avait un fonctionnement et des déplacements particuliers. Éviter le stationnement sauvage, donc là c'est tout le travail aussi qui peut être mené quand il y a une police municipale en place et aussi en lien avec la police. Et inciter au ralentissement des automobilistes. Donc il y a eu vraiment tout un travail avec des sens uniques, des potelets pour empêcher de se garer, des travails aussi autour de ronds-points. Tout ça, ça a été vraiment très travaillé et on a besoin aussi de bureaux d'études, d'agents dans des bureaux d'études et de services voirie pour étudier tout cela. Concrètement, ça a aussi donné une expérimentation, la rue scolaire. C'est une de nos écoles
où la rue est fermée aux engins motorisés sur les heures vraiment d'affluence. Une barrière est installée à l'entrée de la rue et on a des médiateurs qui sont présents pour expliquer la présence de la barrière aux usagers de la route. Ça a été très très bien perçu, ça s'est très bien passé. C'est pas forcément une expérimentation qu'on peut mettre en place partout pour toutes les écoles, mais c'est une expérimentation qui a eu beaucoup d'effets et qui a eu un retour très positif et finalement des personnes très compréhensives de cette mise en application malgré le fait qu'il y avait beaucoup de craintes au départ sur cet aspect-là. Donc voilà sur les deux expérimentations en concertation sur les aspects de sécurité que l'on a pu mettre en place. Et redire aussi que les conseils de quartier sont des instances qui peuvent venir en renfort d'instances comme l'instance Quimpernoz. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un environnement participatif qui communique et qui soit pris dans ce que j'appelle un écosystème démocratique. C'est-à-dire qu'on a des gens de la réserve civile qui vont s'impliquer pour donner de leur temps. Notamment, bah, là, on a eu des inondations. Donc, Philippe est en lien particulier avec toutes ces personnes. C'est des membres de conseil de quartier qui vont se retrouver dans le Quimpernoz pour apporter leur expertise d'usage, donc expertise d'habitants, et qui vont pouvoir aussi participer à différentes actions pour que, ben, là on est dans le cas de la Quimpernoz, les nuits quimpéroises se passent au mieux et soient même source d'activités nouvelles avec des réflexions sur de l'animation ou une économie de la nuit. Voilà en quelques mots pour avoir pour balayer et redire aussi ben, qu'évidemment la sécurité c'est aussi la sécurité des biens et des personnes dans un avenir climatique incertain. En ce moment on entend beaucoup parler des inondations à Quimper euh, et j'étais voilà encore à côté d'une pompe qui vide, qui est en train de vider de l'eau dans la rivière pas plus tard que ce midi. Donc c'est aussi de prévoir cela, donc de travailler à ce que va être le territoire en 2040, en 2050. C'est aussi les notions de sécurité alimentaire. Donc comment on sécurise nos approvisionnements, comment on permet à chacun d'avoir une, bah, ça fait partie justement du volet cohésion sociale, d'avoir une sécurité d'alimentation au quotidien qui ne le mettra pas dans une situation justement qui pourrait le faire se retrouver en situation de justement de conflit judiciaire. Et enfin la sécurité du logement aussi, qui est aussi un travail quotidien avec toute une politique de logement, de logements sociaux, et ça peut se décliner sur beaucoup d'autres thématiques. Voilà un peu pour tout balayer et puis on peut passer sur une phase du coup d'interaction avec toutes vos questions que vous pouvez adresser à Philippe et moi. Ben, merci beaucoup pour vos deux interventions qui nous ont donné, je veux dire, un éventail de ce qui est possible. Et on a bien vu que la sécurité, c'est un vaste domaine, mais on peut le travailler avec les habitants et c'est ça aussi qui est important. Dans le chat, il y a des questions sur la vidéosurveillance et sur l'évolution des technologies, sur la surveillance algorithmique, etc. Est-ce que à Quimper, vous avez de la vidéosurveillance ou d'autres dispositifs? Oui, donc sur Quimper, effectivement, il y a eu, alors c'est pareil, hein, la vidéosurveillance, il y a eu beaucoup de réserves là-dessus, parce qu'en plus on sait très bien que les taux d'élucidation, bon, c'est toujours avec un coût, je veux dire, la vidéoprotection, la vidéosurveillance, ça coûte cher. Et nous, ici, on a quand même réussi à bien négocier dans le cadre du FIPD, du fonds
du fonds de prévention de la délinquance, donc avec la préfecture à hauteur de 80% de financement. Je sais que dans des villes, pour en discuter avec d'autres, parfois c'est à la hauteur de 20%, voire parfois pas du tout de cofinancement, alors que c'est souvent une demande de l'État et que bien souvent la vidéoprotection, elle sert à l'État dans le cadre de ces enquêtes de police pour voilà, l'élucidation. Alors nous, à Quimper, on a mis en place effectivement, il y avait déjà une petite vidéo protection qui existait à Quimper avant notre arrivée aux fonctions en 2020. Mais nous, la grosse différence qu'il y a eu, c'est que les caméras qui existaient, non seulement on les a conservées, mais surtout on a mis, en créant la police municipale, on a créé un centre de supervision urbaine. Donc, ce qui fait que auparavant, il n'y avait personne qui regardait les caméras. Elles ne servaient que à la police, je vous dis, pour sur réquisition judiciaire pour des enquêtes. Et donc là, bah, du coup, oui, il y a un CSU, donc un centre de supervision urbain, ce qui fait que les caméras sont vues en direct et l'action du technicien qui est derrière les caméras, c'est de pouvoir guider ses collègues justement lorsqu'il voit une rixe sur la voie publique, il dit bah, voilà, ça se passe là, ou quelqu'un qui commet une agression et qui s'en va, il prend les trajectoires de fuite et finalement il arrive à le suivre par la caméra. Alors la maire de Quimper, elle a une politique très pragmatique sur les caméras, parce que là aussi, hein, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde par rapport au développement des caméras. Moi-même, j'ai mis des réserves, mais voilà, en tout cas, notre maire souhaite que ce soit installé de façon pragmatique, dit-elle, et donc du coup, on a, bah là, par exemple, on a créé une nouvelle salle de spectacle, donc une nouvelle gare, un pôle d'échange multimodal, et donc là, tout le jalonnement piéton, en fait, est vidéo surveillé. Et puis, ben, je pense que là, on va aussi avoir des caméras dites nomades, c'est-à-dire que ce sont des caméras que l'on place, donc pas évidemment, tout ça c'est encadré, hein, c'est une déclaration préfectorale, etc. Et donc sur des sites, mais temporaires, c'est-à-dire pour un mois ou deux. Par exemple, parce qu'on remarque à un endroit précis, il y a des dépôts réguliers de matériaux et ça arrive, vous savez, tout ce qui est amianté, etc dans des bois, par exemple. On a cela à 800, le c'est peut-être pas au chemin de Kirikelou. Donc voilà, on voit bien que là, il y a une entreprise ou quelqu'un, en tout cas, qui vient se débarrasser de ces déchets. Donc avec une caméra Noban, on pourra élucider cela, ou bien aussi tout simplement à des endroits où il y a régulièrement des agressions, voilà, donc, ou des signalements de deal ou autre. Donc on pourrait voilà, avoir ce genre de caméra dite de nomade donc oui, il y a de la vidéoprotection ou vidéosurveillance, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, à Quimper. Voilà. Et par contre, madame, vous disiez effectivement, il y a plusieurs sécurités. Moi, je dirais plutôt les sécurités plutôt que la sécurité. On a parlé, hein, de Vicente parlait de la sécurité alimentaire, effectivement, dans les écoles, par exemple. Mais c'est donc la sécurité publique, la sécurité civile. On a parlé aussi des réserves communales de sécurité civile qui sont là très mobilisées pour l'accueil, notamment ben, des personnes en difficulté suite aux inondations. Et enfin, par exemple, la sécurité routière. Voilà pour la vidéoprotection. Je ne sais pas si ça vous convient. En tout cas. Il y a un petit complément avec une question sur la surveillance, si c'est avec reconnaissance faciale ou sans. Là, je crois que c'est vraiment une question technique. Bah, c'est interdit. Il y a pas, on peut pas, il peut pas y avoir de reconnaissance faciale. Ça a été testé lors des JO et notamment, évidemment, Monsieur Estrosi à Nice, lui, il est toujours partant pour toutes ces choses-là. Donc, et puis dans les JO à Paris, c'était un test, mais non, il n'y a pas de reconnaissance faciale pour l'instant. Il faut s'en préserver, à mon avis, faut faire attention là-dessus. Hein. On va pas arriver dans un monde de 1984 ou je sais lequel encore, qui à un moment était de la science-fiction et finalement se trouve de la réalité, ni d'intelligence artificielle. Alors là, par le biais en fait d'attitudes étranges, c'est ça qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est par ce biais-là que le ministère de l'Intérieur et qui était vraiment emporté par Retailleau pour le coup, un comportement étrange, c'est par exemple sur un quai de métro à Paris, un sac par exemple qui ne bouge pas pendant un certain nombre de temps, l'IA pourrait le repérer et attirer une alerte, voilà. Alors, comme dit comme ça peut être intéressant, mais on voit bien, enfin, à mon sens, hein, la droite et Retailleau, c'est pour aller plus loin, quoi. C'est-à-dire, c'est un pied dans la porte. Donc, bon,
Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, non, c'est interdit. Il ne peut pas y avoir ni de reconnaissance faciale, ni d'utilisation de l'IA pour améliorer la vidéoprotection. La seule chose qui est possible, c'est ce qu'on fait nous, c'est d'avoir un humain derrière les caméras, devant les écrans voilà, pour suivre ce qui se passe. Merci pour ces précisions. Il y avait une question sur les questionnaires et comment ils ont été, j'allais dire, distribués, relayés. Attends, Françoise, excuse-moi. Il y a Jean-Louis qui a posé la question sur la reconnaissance faciale, qui a levé la main. Peut-être que Ah bon, c'est d'accord. Ok. là-dessus, je ne sais pas. Jean-Louis, c'est toujours sur la Oui, reconnaissance faciale ou c'est c'est un autre? là-dessus. Le logiciel Palantir, justement, permet cette reconnaissance faciale. Alors donc, ça peut être interdit sur le papier, Hum. mais dans la pratique, on achète C'est répréhensible. le matériel qui permettra de faire ça. C'est répréhensible si vous savez qu'une collectivité utilise ce genre de choses. Il faut porter plainte, il ne faut pas laisser passer. C'est interdit. Oui, enfin, je vois marqué que Palantir est choisi par la France et va être acheté, ou l'est déjà. Pour moi, c'est interdit. Donc après, Palantir, je ne sais pas ce que c'est, mais la loi est claire, il n'y a pas le droit d'utiliser ni la recherche faciale ni l'IA pour améliorer les surveillances. Pour l'instant, Jean-Louis, si tu as un lien, est-ce que tu pourrais le mettre dans le chat, que je puisse le récupérer, s'il te plaît, sur Non, j'ai pas le le lien, il faut chercher, il faut mettre. logiciel dont tu parles? Non, tu demandes. après, il peut être en vente, hein, mais il n'est pas, voilà, c'est pas autorisé. Il y a plein de choses, il y a plein de Oui, choses qui sont en vente et qui ne sont pas. Oui, non, mais il y a plein de Palantir. choses, il y a plein de choses autorisées, Palantir. interdites, hein, qui sont indiquées. On vend libre, ouais. Françoise, la question suivante. Alors, la question suivante, c'était sur les questionnaires. Ah oui. Sur la distribution, le relais auprès des habitants, est-ce que c'était papier, Alors, boîte aux lettres, Internet ou en porte-à-porte direct? et plusieurs façons. Il y avait donc, bon, évidemment, Internet sur le site de la ville. On avait des QR codes, donc vous pouvez flasher et puis accéder au questionnaire qui était diffusé dans les bus, vous savez, les sucettes Oui. du Cédéco, là, par exemple. Il y avait également les documents papier dans les mairies et mairies annexes pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de tout ce qui est numérique. Et puis après, à disposition dans les MPT, MJC, voilà. Mais non, il n'y a pas eu de distribution dans la rue comme ça, non. D'accord. C'était le site ou alors les lieux de diffusion, comme je vous ai dit, MPT, MJC, Mm. mairie, et puis voilà, quoi. Mais bien papier et numérique. Oui, On le voit dans tous nos dispositifs, il faut forcément les deux. oui, c'est important. On a aussi Conseiller numérique. des conseillers numériques qui peuvent aider en cas de fracture numérique à justement remplir ce genre de questionnaire et venir participer. Mais voilà, ils ne peuvent pas être partout non plus. Mm. Euh, alors du coup, là, c'est moi, je prends la main sans l'avoir levée, je m'en excuse. Ça demande des moyens. Le service sur la tranquillité publique, ça représente, j'allais dire, combien de personnes, quelles dépenses financières? Alors, le service de tranquillité publique, donc, que je rappelle, a été créé ex nihilo, hein. Hum, Donc là, aujourd'hui, nous avons un directeur de la tranquillité publique, un coordonnateur du CLSPD, une adjointe administrative, ça c'est pour le pôle tranquillité publique. Ensuite, nous avons une agent d'accueil à la police municipale, donc adjointe administrative, un chef de police municipale et 14 agents de police municipale. Donc voilà, là, mais on voit bien qu'en tout cas, on est en manque de personnel, notamment sur tout ce qui est, pas la police, mais ce qui est justement la tranquillité publique. C'est-à-dire que le coordonnateur, il n'y en a qu'un. Et quand on voit sur des villes de même strate, ils sont au moins 5, 6 dans les villes comme Mulhouse ou des choses comme ça. Là, nous, on n'y est pas. Et effectivement, quand il faut tout mener de front, les dépôts de dossiers, financement, etc., tout le partenariat, on voit bien que bah, la personne est débordée et me le fait savoir régulièrement que ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Voilà. Et pour Et combien d'habitants à Quimper? J'ai plus. 65 000. D'accord. Ah oui. Voilà. Hum, Et au niveau du coût, alors la tranquillité publique, ça a été un investissement au départ, puisque donc il a fallu des locaux, il a fallu de l'équipement, etc. Mais après, en fonctionnement, en gros, c'est 500 000, pas tout à fait 468, je crois que hum. annuel.
On Oui, forcerait c'était pas. pour avoir un ordre de grandeur, oui. Ouais. Je crois que dans le chat, il y avait une question aussi sur la prévention et sur les interventions en milieu scolaire. Mm. Est-ce que vous avez des actions de cet ordre-là? Oui, bien sûr. Alors, beaucoup, même, beaucoup, beaucoup. La police municipale fait des interventions en milieu scolaire, donc sur la sécurité routière, mais aussi sur les sensibilisations au harcèlement. Voilà, ça c'est pour les primaires. Et puis après, on travaille aussi on fait les journées prox, ça s'appelle comme ça. Donc là, on touche toutes les classes de quatrième sur une journée. Donc on le fait depuis 2020, 2021. Et donc, ben, chaque année, ce sont toutes les quatrièmes. Donc, on a commencé en 2020, ce qui fait que aujourd'hui, tous les élèves qui sont sur Quimper, qui sont arrivés donc en première, du coup, 4 ans après, on est en première, ou en terminale même. En tout cas, tous ont eu la sensibilisation proximité, donc sur tous les sujets que sont la tolérance, voilà, le vivre ensemble, tout cela. Et puis oui, on a également une intervention en milieu scolaire auprès des collégiens, donc sur 13-18 questions de justice, donc qui est porté là par notre DCPP, qui est le délégué cohésion police population, Agora Justice, qui est une association qui fait du contrôle judiciaire, etc. Enfin, on a plusieurs partenaires et la tranquillité publique elle-même. Donc, on touche là les classes de troisième avec un support pédagogique qui s'appelle 13-18 questions de justice. Oui, on est très présent dans les écoles et les collèges, et également dans les lycées, notamment sur le dispositif demandé Angela sur les qualités hommes-femmes. C'est des choses qu'on travaille là avec le lycée plutôt. En fait, on touche toutes les classes, oui. Collège, école primaire et lycée. Et lycée aussi, on travaille beaucoup avec eux sur tout ce qui touche à la laïcité. En complément, pour ceux qui ne savent pas, donc le dispositif Angela, donc c'est que on a différents lieux à Quimper, donc ça peut être des bars, mais aussi par exemple des médiathèques, Mm. où des personnes, donc déjà les personnes recevant l'accréditation Angela sont des personnes qui ont été formées Mm. sur ces questions-là, et donc des personnes peuvent, en cas d'insécurité, de danger, se présenter et demander justement Angela, et le dispositif va se mettre en place pour les mettre en sécurité plus rapidement possible. En parallèle, est aussi à noter qu'on a monté un conseil municipal des jeunes, donc qui va de jeunes, surtout collège, donc on va commencer entre 10-12 ans et aller jusqu'à 18 ans. Ce conseil municipal des jeunes a aussi eu des interventions de la direction de la tranquillité publique, notamment ils souhaitaient travailler sur le harcèlomètre. Donc il y a beaucoup, c'est un de leurs sujets prioritaires au conseil municipal des jeunes, c'est le harcèlement scolaire. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux et qu'ils voient au quotidien. Et donc ils ont pu travailler la à l'amélioration de ce harcélomètre. Et un point important aussi en termes de lien à la population, là on évoquait les jeunes, mais sur demande aussi de la mairie, un travail de Philippe et de la maire, on a aussi les policiers qui sont venus faire des cafés dans Ah des oui. lieux de Quimper pour discuter autour d'un café avec la population et pas être juste être sur un autre rapport et une autre phase d'échange. Et ça, c'est vraiment des moments très riches et qui sont très importants, vraiment à mettre en place. Alors, dans le chat, Vincent signale qu'il avait posé 3 questions, je vais dire au tout début voilà, de la réunion. Ben, je crois qu'il peut prendre la parole pour poser les questions parce que le temps que je remonte tout le fil. Vincent, voilà. Voilà. En 2018 avaient été créés les quartiers de reconquête républicaine qui visaient à concentrer les moyens policiers dans certains secteurs défavorisés, considérés comme criminogènes, entre guillemets. Qu'en est-il aujourd'hui dans les différentes municipalités? Alors nous, on n'a pas eu de quartier de reconquête républicaine. C'était surtout une grosse opération de com, hein, clairement, D'accord. avec vraiment tout axé sur le répressif. Alors bon, je ne sais pas. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas déjà.
Et évidemment qu'on n'y était pas favorable de toute façon. Mais c'est vraiment, pour moi, ce que j'en ai vu par rapport toujours à la référence que j'ai au titre du Forum français de sécurité urbaine, c'est que c'était vraiment de la communication et que c'était très répressif. Et c'était comme les histoires de Place Net, par exemple, qui font un effet à un moment, puis ça n'a pas de lendemain. Donc, c'est pas une politique, à mon sens, de long terme en termes de sécurité publique, quoi. Voilà, c'est pas. Non. Pour revenir à Palantir, là, enfin, le logiciel, donc j'ai vu effectivement. C'est Gemini en fait qui met en place, qui travaille pour l'ICE américain, la police de l'immigration. Effectivement, c'est une société française, ouais. Mais c'est pour les États-Unis et c'est du commerce. Mais en France, il n'y a pas. Oui, je peux intervenir sur les quartiers de reconquête républicaine. Donc, Oui. parce que du coup, il y en a eu à Bordeaux qui ont été créés, donc dans le quartier de Bordeaux-Maritime. Alors, je ne connais pas le bilan de cette opération. Je sais que la députée Danielle Obono a demandé un bilan au ministère de l'Intérieur à l'automne. Je ne crois pas qu'elle ait eu de réponse à sa demande. Effectivement, ce qui ressort, c'est que ça n'a pas changé à la fois la vision que la police avait de ces quartiers et la relation entre les policiers et les habitants. Voilà, c'est resté sur les mêmes considérations. Et enfin, je doute que l'effet soit important parce que je crois qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de moyens financiers, notamment, qui ont été alloués pour cette mesure. Donc, bah, c'était faire autrement avec les mêmes moyens. Donc, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et effectivement, je vais dans le sens de Philippe pour dire que c'était plutôt un coup de com' que vraiment quelque Ouais. chose d'efficace. Après, par exemple, au FFSU, là, donc, je rappelle une association transpartisane, hein, l'actuel président, c'est Pierre Urmic, donc le maire de Bordeaux, et Marc Etcheverry, son adjoint en charge justement des Tout à questions de fait. Oui. tranquillité. Et donc, on a pu en débattre, enfin, tous ensemble, ouais, le constat c'était vraiment de la com, quoi. Et puis, et très répressif, donc il y a même pas, c'est même pas des moyens, il y avait rien, il n'y avait pas de politique réelle Bah, derrière cette. il faisait des contrôles d'identité dans Ouais, la c'est ça. rue, etc. Enfin, c'est pas ça qui change les problèmes C'est de ça. délinquants, effectivement. Je peux intervenir. Oui, Et, et justement, à ce propos, comme souvent la police nationale est la seule réponse donnée par le gouvernement quand il y a des problèmes dans les cités, comment elle, puisque vous avez des contacts avec la police nationale, comment vit-elle cette injonction peut-être au résultat et, et d'être la seule réponse à des problèmes sociaux dans ces cités, dans ces quartiers? Ouais. Comment le vit-elle? Alors, la police nationale, déjà, bon, elle va pas très bien. Il y a beaucoup de gens, de policiers, tout comme des gendarmes d'ailleurs, qui quittent hein, ces administrations-là pour se diriger plus vers la police municipale. Parce que, contrairement à ce que je peux entendre parfois par peut-être de l'extrême gauche, ou en tout cas des propos, la plupart des gens qui décident d'être policiers à 20, 25 ans, c'est pas pour faire le cow-boy et puis aller faire tirer et agresser. Enfin bref, et avoir un super pouvoir. C'est des gens qui sont plutôt vocation à aider les personnes et à venir en aide, assister, etc. C'est plus comme ça que s'engage un gardien de la paix. Sauf que très vite, il s'aperçoit que les missions ne correspondent pas du tout à son idéal professionnel tel qu'il l'avait. Et donc, du coup, bon, ils ont des tensions, vraiment des risques psychosociaux, enfin bref, plein de choses qui ne vont pas chez eux. Cela dit, la police nationale, ici à Quimper, on travaille vraiment très 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 bien avec eux. Quand je dis bien avec eux, c'est avec les gradés, avec le commissaire, avec le DIPN, avec voilà, les cadres. Ensuite, le policier sur le terrain, ils vont mal, ils sont en sous-effectif. On les appuie systématiquement pour pouvoir avoir des renforts d'effectifs. On a enfin eu là à Quimper 9 policiers parce qu'on a en fait un peu piégé le ministre de l'Intérieur Retailleau qui est venu là en nous disant oui oui il va y avoir des effectifs supplémentaires et puis finalement il s'est dédié et donc du coup on l'a ressaisi etc. Et bon, parole ministérielle oblige, il a été obligé de tenir ses engagements et du coup on aura bien 9 policiers nationaux de plus. Mais le travail commun, on a également comment s'appelle, une convention de coordination police nationale, police municipale, qui fait quoi, etc. Tout ça, c'est hyper important aussi de savoir qui fait quoi.
Et puis, on voit bien effectivement que la police nationale, eh bien, elle délaisse de plus en plus de terrain, quoi. Les informations, c'est les policiers municipaux qui les récoltent. La police nationale, elle devient une police d'intervention exclusivement. Et c'est là où il faut garder, faire attention, nous, en tant que municipalité, à ce que nos policiers municipaux ne deviennent pas des policiers municipaux d'intervention, comme on peut voir, par exemple, dans les fameux, tout à l'heure, reportages qu'on peut voir sur certaines chaînes, la CNews, ou je sais pas quoi, là, les trucs, voilà, où on voit les troupes de Nice, là, ou de, je ne sais pas, des grosses polices municipales de droite, là, qui sont en fait des polices d'intervention, qui sont quasiment à la limite du cadre légal, parce que bon, la chasse aux stupéfiants, tout ça, c'est vraiment pas les missions d'une police municipale, c'est vraiment les prérogatives de l'État. L'investigation, la police municipale n'a pas le droit d'en faire. Enfin voilà, et on voit bien que il y a des dérapages qui sont possibles. Il faut vraiment être vigilant. On a eu les Beauvau de la police municipale. Vraiment, il faut que tout le monde soit attentif à cela. Sur la prévention, il n'y a pas grand-chose. Alors, on a enfin Madame Morales, là, qui a été nommée, qui était l'ancienne secrétaire d'État aux anciens combattants, qui est nommée donc pour mettre en place le plan de prévention. Il n'y en avait pas depuis 5 ans. À un moment, le pire, ça a été avec Bayrou, où lui, il avait carrément dissocié la répression. Il n'y avait rien au niveau de la prévention. Séparer également la sécurité civile des sécurités publiques. Donc, enfin, bref. Il y a un risque réel et puis alors j'en parle même pas si on arrivait à avoir les autres là, du FN ou quoi, enfin leur position, voilà quoi, c'est vraiment des sujets où l'État n'est pas clair du tout et la police nationale est bien mal, tout comme la gendarmerie nationale. Euh, Mais encore une fois, c'est vraiment le travail en bonne coopération, collaboration ici sur le terrain qui est important, ça tient aux gens en fait, hein. Nous, c'est vrai qu'on a de la chance. On a une procureure qui est accessible. On a un commissaire qui est intelligent. On a, voilà, donc on travaille bien, mais c'est pas forcément le cas dans la ville d'à côté, quoi. Et est-ce que, moi, ma commune est en secteur gendarmerie, bien qu'étant, j'allais dire, dans le périurbain hein, de Bordeaux. Est-ce que, au niveau de la France, il y a des différences entre les villes qui sont secteur gendarmerie, secteur police nationale, sur, Des- euh, sur les relations, sur l'investissement, sur, enfin, je sais pas comment dire, non, parce que le sentiment ici, sur ma commune, c'est que c'est plus facile de travailler avec la gendarmerie qu'avec la police nationale. Eh bien, en fait, la gendarmerie, c'est leur domaine de compétence, évidemment. La police nationale, c'est pour les villes de plus de 20 000 habitants. Et tout le reste, c'est la gendarmerie nationale. Ben, Et oui, et la gendarmerie nationale, effectivement, le contact est, je pense, beaucoup plus simple, beaucoup plus. Bon, après, ça tient aussi à leur formation et à leur identité. Ce sont des militaires. La gendarmerie, c'est une très vieille institution. Il y a tout ce rapport à la population, d'assistance, etc. Je dis pas que la police nationale ne l'a pas, mais il faut quand même rappeler que la police nationale a été créée. Je veux dire, dans l'histoire, ils ont un peu des fantômes dans les murs, hein. La police nationale, c'est Pétain en 1941 qui crée une police d'État, quoi. Avant, il n'y avait que des polices municipales et les fameuses brigades du TIC qui étaient des polices régionales d'investigation, mais c'était tout, quoi. Et la police nationale elle créée donc par Pétain en 41 pour avoir en fait une police d'État au même titre que les Allemands avaient la Gestapo, la Gestapo-Polizei. Donc c'était quand même dans cet objectif-là. Et en 45, personne n'a dissous cette police nationale. Voilà, bon, on imagine bien d'accord. pourquoi, mais c'est pas du tout la même culture, je pense. Cela dit, les policiers nationaux, bon, nous on travaille, je vous le dis encore une fois très bien avec eux. La gendarmerie nationale, c'est pareil, c'est les contacts entre le commandant de brigade et puis les élus locaux, Mm. le commandant de, enfin tout ça, je pense que c'est assez. Pour moi, il n'y a pas trop de différence dans le rapport entre la police nationale, la gendarmerie et les élus. Il est toujours pour le D'accord. bien commun, quoi. Mm. Mm. Et D'accord. de dire Merci. aussi que pendant un mandat, les rapports peuvent évoluer. Oui, Suivant qui suivant on a les en face, nominations. voilà, il y a Ouais. aussi des nominations, ça bouge. On change les préfets, on change les Mm. commissaires, donc Mm. il faut faire attention aussi à ça. Voilà, on peut avoir des petites phases durant un mandat où il va y avoir des petits changements de dynamique.
D'où l'intérêt de toujours avoir des conventions, de coordination, des choses comme ça, au moins, on reste, quel que soit l'interlocuteur, parce que c'est vrai que c'est très intuitif personnalisé, ça tient à voilà, à la personne. Nous, on a à notre troisième préfet, 800, je crois bien, c'est pas je crois, j'en suis sûr, Ouais. à notre troisième commissaire de police, donc voilà, à notre deuxième commandant de pompiers, voilà, donc en fait, chaque fois, on repart un peu à zéro, mais on a de la chance, c'est vrai que globalement, à chaque fois, ça match, on va dire à Quimper. Est-ce qu'à Quimper, vous avez des habitants qui se sont organisés là sur le modèle, on va dire, voisin vigilant et maintenant appelé participation citoyenne? Est-ce que vous avez ça? Alors, on avait ça lorsqu'on est arrivé en 2020 Mm. et on a souhaité, notre majorité, dissoudre ce dispositif parce qu'en fait, on avait, c'est pas une impression, c'est-à-dire que ces citoyens qui étaient repérés en fait comme étant les interlocuteurs privilégiés du commissariat, donc ça en devenait en fait des super citoyens. C'est-à-dire au Mm. titre de l'équité, de l'égalité face au service public, c'était quand même la parole de ces citoyens-là était a priori vraie plus que celle que de d'autres. Donc nous, on a souhaité stopper ça. On a mis à la place la police municipale, autre chose. Mais pour nous, ça a été un peu assimilé à pas une milice, mais en tout cas, ça donnait des droits à des citoyens par rapport à d'autres citoyens. On ne trouvait pas ça égalitaire, quoi. Mm. Mm. D'accord. Personne ne savait qui c'était, il y avait des suspicions quand le Oui, puis panneau était il y avait pas mal installé. de gens un peu Mm. à tendance un peu FN. Enfin bref. Et puis ils appelaient directement la police. Et ils avaient, je suis le voisin citoyen. Ils avaient plus ou moins pas à laisser passer, mais une parole qui portait peut-être, Ouais. voilà. Mm. D'accord. Merci pour cet éclairage. Françoise, on va peut-être Oui, faire une des petite questions. pause. Vincent, pour ta troisième question, on reviendra vers toi après. Et on va donner la parole à Jacques, puis à Pascal. D'accord. Jacques? Oui, bonsoir et merci là, pour la présentation de Quimper. Moi, je suis élu à Rennes et métropole, mais par contre, la question enfin, les questions autour de la sécurité, c'est pas enfin, voilà, c'est pas mes sujets. Ceci étant, bah, peut-être qu'en France, vous avez remarqué que depuis quelques années maintenant, on parle régulièrement de Rennes autour des questions disons, de violence, pour être assez précis. C'est une réalité. Rennes apprend à vivre avec des questions de violence qu'elle ne connaissait pas il y a quelques années, euh, mais qui sont, enfin voilà, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous en tant que grande ville. Mais il semble, si on regarde les études, que c'est quelque chose qui a tendance à se diffuser dans le paysage national, même dans des villes moyennes, notamment autour du narcotrafic. Et du coup, je n'ai pas entendu du tout, où je suis arrivé un petit peu en retard, euh, bah de sujets autour des éléments qui interviennent autour de l'insécurité, en tout cas de l'insécurité en termes de violence. Je ne parle pas des délinquances de voiture et d'autres délinquances comme ça, mais des violences, euh, Aux personnes. oui, aux personnes, voilà. Euh, et c'est vrai, est-ce qu'il y a des soucis de manque de logement, et donc de SDF, de migration, de narcotrafic sur Quimper et j'ai envie de dire comment la commune réussit à y répondre? Enfin, est-ce qu'elle a des solutions avec tout ce système de partenariat avec les citoyens? Alors, ouais. Juste rapidement, par 800, après par rapport aux marginaux, enfin, SDF, il y a peu de SDF en vérité, c'est plutôt des gens qui squattent, ils ont des solutions d'hébergement, mais enfin d'avoir un toit en tout cas, de se protéger. Mais ce sont des marginaux. À Quimper, on a vraiment une très forte marginalité. Lorsqu'on est arrivé en 2020, c'était vraiment une grosse problématique avec des attitudes comme Rennes, hein, c'est une ville touristique, de la mendicité agressive, des attitudes de certains marginaux par exemple, crachent dans les plats des touristes. Voilà, la mendicité. Enfin, et donc, tout ça, ça a été comme avec beaucoup de chiens non tenus en laisse, de la consommation d'alcool sur la voie publique. Donc, tout ça, en fait, ça a été une lutte qu'on a mise en place tout simplement par des arrêtés municipaux. Et voilà, et on a réussi plus ou moins à l'endiguer, en tout cas sur le centre-ville.
Les nuisances, je parle, parce qu'après, la problématique reste là, c'est-à-dire que ces gens sont à la rue et sont en grande difficulté sociale. Donc après, on a quand même l'AMARO de la Croix-Rouge, on a un CCAS qui est assez performant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre, mais je sais qu'à Rennes aussi, c'est le cas. Après, le problème de Rennes, c'est que c'est vraiment une grosse ville, et donc évidemment, les phénomènes sont multipliés et augmentés. Mais je sais que vous avez votre fameuse brigade de lutte anti-incivilité, une police municipale aussi, un CCA. Enfin, voilà. Après, c'est un peu les mêmes problématiques, mais disons que à Quimper, c'est à une échelle moindre, donc on a réussi un peu à l'endiguer, en tout cas sur les zones visibles. Mais ça n'enlève pas que le problème, il reste là quand même, je veux dire, pour les marginaux. Sur le narcotrafic, est-ce que tu peux dire quelques mots, Philippe? Alors le narcotrafic, Rennes d'ailleurs aussi est membre du Forum français de sécurité urbaine, hein. Le narcotrafic, c'est vraiment pas une prérogative municipale, c'est les prérogatives là pour le coup de la police d'investigation, etc., la brigade financière. Alors nous quand même, on a toujours dans le cadre du FFSU des réflexions qu'on a soumises au ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. On s'est aperçu, et c'est notamment les collègues de Montpellier qui avaient fait remonter en premier l'info et qui s'en sont saisis, Sébastien Cotte, le maire, qui avait donc en fait des commerces, et je pense que vous voyez ça un peu partout dans vos villes, qui défient un peu toutes les lois normalement de la concurrence, puisqu'on voit fleurir côte à côte, parfois deux, trois barbeurs, comment dirais-je, des épiceries nocturnes, des choses comme ça. Et donc là, c'est vraiment tout ce qui touche au blanchiment en fait du narcotrafic. Et là, le maire a un pouvoir. Donc notamment pour comment dirais-je, la destination du fonds de commerce. Et donc c'est là où on est très attentif. Comme l'avantage encore d'être une ville moyenne, entre guillemets, c'est que dès qu'on voit Je veux dire, je pense qu'il y a eu à Quimper la volonté de certains narcotrafiquants de se dire, ben tiens, voilà une ville qui a l'air tranquille, là-bas à la Pointe Bretonne, on va aller blanchir notre argent là. Mais manque de bol pour eux, ben, c'est pas du tout comme ça, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ici, tout se sait, tout est regardé, donc effectivement, quand une épicerie ouvre, ben tiens, on s'aperçoit qu'ils ne vendent que de la bière, par exemple, et une seule marque, par exemple. On voit bien que, par contre, ils ont acheté la boutique, ils ont tout refait à neuf, donc ils investissent, ou des barbeurs, toujours fermés, mais par contre, du matériel de qualité à l'intérieur, etc. Et donc, ça, c'est des phénomènes qu'on commence à voir, ou des kebabs, ou des choses comme ça, mais très vite repérés, et du coup, en lien avec la police nationale, justement, et on fait des CODAF, c'est des CODAF. J'ai oublié l'acronyme, mais en tout cas, ça réunit tous les services publics de l'État. C'est-à-dire, il va y avoir l'URSSAF, il va y avoir l'hygiène, il va y avoir la police, il va y avoir la douane. Et donc, voilà, c'est des actions ciblées. Et du coup, on arrive plus ou moins. En tout cas, je crois qu'ils sont en train de se dire que finalement, c'est pas un bon investissement de venir à Quimper. Et c'est exactement ce qu'on cherche, c'est que ça se cherche, qu'on veut pas qu'ils viennent ici. Et par contre, j'imagine que dans des grandes villes comme Rennes, des grandes villes, voilà, de cette taille-là, c'est bien plus, ou Bordeaux, c'est bien plus facile de se fondre dans la masse, quoi. Mhm. Et juste une question supplémentaire concernant le port d'armes de la police municipale. Mhm. Est-ce que c'est un sujet? Alors, nous, ça s'est invité là au sein de notre campagne de 2026 là. Donc, la maire a fait le choix effectivement d'armer la police municipale. C'était là où, encore une fois, sans dogme ni rien, ça a fait l'objet d'une discussion au sein de notre majorité. Euh, a priori, les gens de gauche se disent bah, contre l'armement létal, sauf qu'il faut vraiment sortir de cette chose-là. C'est-à-dire que là, on voit bien que la délinquance, elle a carrément changé. C'est plus du tout la même qu'il y a 6 ans. C'est-à-dire qu'on trouve des armes dans des jardins publics, des armes à feu, que régulièrement les policiers municipaux interpellent des gens armés. Donc il s'agit là de pouvoir protéger les agents eux-mêmes et aussi la population. On a eu aussi, nous, des coups de feu qui ont été tirés dans un de nos quartiers. La police municipale se mettant du coup en droit de retrait, du fait en arguant que bah, ils n'ont pas les moyens, eux, d'aller affronter quelqu'un qui serait armé. Après, comme le disait Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, c'est que les délinquants, la première chose qu'ils regardent, c'est
qu'est-ce que le policier a à la ceinture, quoi. Est-ce qu'il a une arme à feu ou pas? Et enfin, la population elle-même. Alors, nous, on est un peu des initiés, des politiques, enfin voilà. Donc, on sait l'armement létal, pas létal. On fait la différence entre un policier national, policier municipal. Mais la population ne fait pas ce genre de distinction. Pour eux, un policier, c'est un policier. Et d'ailleurs, ils ont du mal parfois à comprendre que les prérogatives ne sont pas les mêmes. Donc, pour eux, là d'ailleurs, sur Quimper, l'armement létal arrive dans le débat des élections. Et nous, avec 800 et puis toute l'équipe, on s'est dit que c'était vraiment pas un sujet parce que, encore une fois, comme la police municipale est un outil, le pistolet, l'armement létal est un outil d'un outil, quoi. Il ne faut pas que lui donner plus d'importance que cela, c'est juste un outil d'un outil. Et quand je vois la droite qui propose, par exemple, le doublement de la police municipale, armée, le Front National, je ne vous en parle même pas, mais tout ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est pourquoi faire, quelle est la mission, qu'est-ce qu'on veut de notre police municipale? C'est vraiment avant tout de déterminer la mission et en fonction le nombre de personnel qu'il faut, etc. Par rapport à l'armement létal, pour conclure là-dessus, euh, c'est à mon avis aujourd'hui, alors en plus, il y a évidemment le forcing des policiers municipaux de leurs syndicats qui souhaitent être armés évidemment. Et, euh, et aujourd'hui, c'est aussi un critère d'attractivité pour une ville, de maintien de sa police municipale et de ses agents pour qu'ils restent tout simplement. L'armement létal fait partie des 5 points qu'ils mettent en avant. Voilà. Après ici, en tout cas, et c'est ce que je disais l'autre jour à Brest, puisque donc là il y avait un vrai sujet sur l'armement, sur la police municipale déjà, c'est que en fait les policiers municipaux, c'est nous qui les recrutons. Donc ils sont aussi à l'image de la municipalité, l'empreinte elle est là, quoi. Et tous les policiers qu'on a ici chez nous, on s'est trompé sur 2 qui étaient un peu effectivement étranges, mais tous sinon plutôt en tout cas des sensibilités pour vouloir venir servir dans une ville qui porte nos valeurs. Et s'il y a un changement de majorité, je pense que certains aussi ne resteront pas dans cette ville-là. C'est-à-dire qu'il y a des policiers municipaux qui sont attachés aux valeurs de solidarité, d'humanisme, etc. Et qui, voilà, donc ce ne sont pas des cow-boys, parce que ce que j'entends, c'est l'arme létale, ouais, la crainte que ça tire à tout va. Il faut savoir que un carrière de policier, qu'il soit municipal, gendarme ou policier national, dans une carrière, il y a très très peu de policiers qui sortent leur arme de l'étui, quoi. Je me Il n'y a permets pas ICE. juste, je me permets juste comme pour- ça, tout de suite, vous disiez, les policiers donc, sont armés et quand ils ont en face d'eux des délinquants armés, ils mettent en avant leur droit de retrait. Euh, Non, ils mettent leur droit de retrait parce que justement, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas d'armes létales. Et comme les délinquants avaient des armes à feu, ok. et ils sont, voilà, non, non, chez nous, actuellement, la police municipale, ils ont un pistolet à impulsion électrique, qui est une arme de groupe. Ils ont un bâton de défense et puis des lacrymos. Pour compléter les propos de Philippe, Jacques, du coup, ce qui a été acté, c'est bien de dire que la maire prenait une décision d'armer la police municipale dans le cadre de la protection des agents, qu'elle ne défendrait jamais, n'allait pas sur le fait que les armes létales vont permettre les missions des agents. Donc c'est là le distinguo qui est fait, notamment en réaction au coup de feu qu'il y a pu avoir au droit de retrait des agents. Il y a en tout cas politiquement pas forcément d'accord par consensus. Donc chaque parti politique a aussi des positionnements. Typiquement, le comité local Nouvelle Donne ne souhaite pas l'armement létal. Donc on reste bien sur une décision de la maire dans le cadre de la protection des agents, sur lequel il y a une pluralité d'approches. Et ensuite, ce qui a été acté vraiment, comme l'a dit Philippe, c'est que c'est un sous-sujet de sous-sujet. C'est-à-dire, ce qu'on va vraiment axer, c'est quelle doctrine, pourquoi faire, quelle évaluation de notre police municipale. Certains, voilà, annoncent déjà le doublement, alors qu'on vient à peine de la mettre en place. Elle est arrivée à 15 là, l'année dernière. Il faut qu'on regarde dans ces missions. Il y a beaucoup de partenariats à faire, donc il y a tout ça, et il y a des axes de réflexion plutôt sur les missions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Le lien aussi avec les adjoints de quartier, les notions de proximité. Pilotage. Voilà, tout ce qui était îlotage. On se souvient des îlotiers pour la police de proximité qu'a cassé Nicolas Sarkozy. Donc tout ça, tout ce travail-là, c'est vraiment ce qui doit être mis en avant. Donc pas l'outil, quoi. On va pas parler de quel euh, quel, quel outil, mais plutôt quelles sont les missions, pourquoi faire.
On attend ça. Et c'est un peu là où se situe le distinguo et d'expliquer que, en effet, il y a un choix qui est fait de protection des agents, mais il faut pas que ça devienne une police interventionniste. Et il faut pas non plus qu'on fasse le message aux habitants que la police municipale, elle doit tout faire, elle fait tout. Il faut rappeler le cadre de chacun et, et avoir aussi une vigilance que la police ne se défausse pas sur la police municipale. Donc c'est là où il est super important d'avoir en parallèle des CLSPD où on rappelle les rôles de chacun, euh, peu importe les interlocuteurs qu'on a en face. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment, il y a un risque réel de glissement. Il faut que tous les maires soient attentifs à ça. On voit bien que l'État, là, à travers ses bobos de la police municipale, commence à faire glisser un certain nombre de compétences. Il n'en est pas question. Enfin, il faut vraiment être attentif. Alors, la plupart des mairies, pas toutes, parce que il y a également des mairies, enfin, comme je vous dis, c'est transpartisan, mais la plupart des mairies membres du FFSU, on alerte sans cesse sur le fait que nous, on ne veut pas que nos policiers municipaux soient des officiers de police judiciaire, par exemple. Et voilà. On ne va pas faire de l'investigation. On ne veut pas que nos policiers municipaux passent leur temps à taper des PV dans un bureau. On veut qu'ils soient sur la voie publique au service de la population. Voilà, cette doctrine-là d'emploi, il faut vraiment la préserver, la défendre, parce que il y a des risques effectivement de désengagement de plus en plus, d'ailleurs comme dans tous les domaines, hein, des services de l'État. Donc, parce que tout simplement par l'aspect financier, mais voilà. En tout cas, ils avancent masqués à mon sens, mais voilà, on verra bien où ça nous mène. Et par rapport à la police municipale, l'armement létal, là aussi, on voit bien que la campagne s'engage là-dessus, hein, sur le nombre de policiers municipaux armés. Bon, très bien, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Pourquoi faire? Nous, on souhaite augmenter un peu nos effectifs pour pouvoir aller sécuriser les écoles le matin. Voilà, ça c'est une mission, donc on a besoin d'effectifs supplémentaires. Mais si c'est simplement dire pour dire il faut plus, c'est un puissant fond. Et encore une fois, on vous l'avez vu, j'ai essayé en tout cas d'expliquer le mieux possible, c'est que une politique de sécurité, avant tout, c'est la pierre angulaire, c'est le CLSPD. C'est tout le lien, la cohésion sociale avec toutes les associations, etc. La police municipale, certes, c'est ce qu'on voit le plus parce qu'elle est sur la voie publique, mais ce n'est qu'un outil au service de la prévention de la délinquance. Et donc l'armement létal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est également un outil au service d'un outil. Point, pas plus. Et il faut vraiment être attentif dans les différentes discussions qu'il va y avoir là en période électorale. En tout cas, moi, je sais qu'on va. J'ai hâte d'ailleurs que le sujet arrive, parce que la droite comme l'extrême droite, mais j'ai hâte de les tacler, franchement. Ils n'ont rien à dire, à part il faut tripler, quadrupler, enfin, ça n'a pas de sens. Il y a une question, Philippe, sur le nombre de tirs d'entraînement faits par un policier municipal par an. Ok, alors là, contrairement à la police nationale, les policiers municipaux sont beaucoup mieux formés. C'est pareil, souvent on croit que c'est l'inverse, pas du tout. Un policier national, il a 30 cartouches à tirer par an. Point barre. La plupart du temps, les policiers nationaux font un peu comme ils peuvent pour ne pas y aller, faire ces formations obligatoires. Nous, fonctionnaires territoriaux que sont les policiers municipaux, c'est le CNFPT qui organise. La formation déjà initiale, le FIA, est bien plus longue et plus approfondie que celle de la police nationale. Et concernant après le tir, donc les exercices de tir, c'est 90 cartouches minimum 90 cartouches sur l'année, parce que par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, la police nationale, ils font 30 cartouches, mais ils font tout le même jour, hein. Voilà, et après, ils n'en parlent plus pendant un an. Alors que la police municipale, c'est 90 cartouches donc 90 cartouches sur l'année, réparties sur des trimestres. Et après, rien n'empêche la collectivité d'avoir plus de tirs. Mais encore une fois, le but, c'est pas d'avoir des tireurs d'élite, quoi. C'est d'avoir des tireurs d'élite, pardon. C'est d'avoir quelqu'un qui peut riposter pour protéger une personne qui est menacée directement avec une arme létale, ou protéger son collègue, ou se protéger soi-même. C'est pas d'en faire des tireurs d'élite. Voilà. Donc, 90 cartouches, ça c'est la base. Et après, rien n'empêche la collectivité de faire plus. Je crois que, comment il s'appelle, à Nice, encore une fois, les Estrosiens, là, les policiers de là-bas, ils tirent une fois par mois, peut-être une centaine de cartouches, je ne sais pas. Il y avait une autre question de Vincent sur la formation des policiers. Pascal, c'est aussi sur la formation des policiers ou c'est un autre sujet? On laisse la question à Oui, Vincent? oui, laisse la question à Vincent, Oui. c'est une réaction Donc, globale. d'accord. Vincent, ta question sur la formation des policiers?
Alors, que ce soit pour les policiers nationaux ou municipaux, y a-t-il des sciences sociales dans le cursus de formation initiale ou continue pour Oui. les policiers? Parce que comme on leur demande de gérer du social maintenant, Ouais, est-ce qu'il y en a une formation? ouais. Alors, déjà, je voulais dire une chose, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'étais surpris de voir le nombre, donc on crée notre police municipale, le nombre de CV, lettres de motivation qui arrivaient au début de notre mandat pour dire, tiens, je veux être policier municipal. Et donc, la méconnaissance de comment on devient policier municipal. Donc, avant tout, pour pouvoir être policier municipal, il y a une base, c'est de passer le concours de policier municipal. Donc, qui est déjà un entonnoir, déjà. Parce qu'il y a quelques personnes là qui prétendaient pouvoir l'être. Ensuite, une fois qu'ils ont eu le concours, ils vont aller postuler dans une collectivité territoriale qui veut bien les embaucher et qui match. C'est-à-dire que si ça match, c'est parce qu'on a le candidat comme les élus et la doctrine d'emploi mise en place dans cette ville, plus ou moins la même philosophie. C'est-à-dire, entre autres, pour Quimper, on va dire entre guillemets, une philosophie de gauche. Si on veut faire le cow-boy ou aller, on va à Nice. Donc, et de là, après, une fois qu'ils sont embauchés dans une collectivité territoriale, ils ont une formation initiale. Alors, le A, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est FIA, formation initiale, je ne sais pas, donc qui dure 9 mois. Et donc, pendant cette formation, il y a plein de modules, que ce soit du droit, que ce soit du code de la route, que ce soit également tout ce qui est, puisque des choses sociales. Et nous, par exemple, nos policiers municipaux sont formés en PSSM1, donc premier secours en santé mentale, puisque on a affaire à beaucoup de personnes qui vont mal sur la voie publique. Ils ont également eu une formation à l'accueil et à l'écoute des personnes LGBTQIA+, et également sur tout ce qui touche les violences sexuelles et sexistes. Voilà, donc ça c'est la formation que nous, on leur donne en formation continue. Voilà. Et après, dans la formation initiale, il y a tout ce qui est règlement des conflits, médiation, etc. Excuse-moi, Philippe, tu dis la formation qu'on leur donne, ça veut dire que la formation qu'ils reçoivent à Quimper n'est pas la même qu'ils peuvent recevoir ailleurs? Alors, je répète, donc la formation obligatoire, c'est le CNFPT, c'est le cadre réglementaire. 9 mois. Pendant cette formation-là, ils vont avoir tout ce qui est, donc au-delà de tout ce qui est le boulot du policier, c'est-à-dire savoir dresser un PV, le code de la route, enfin bref, les règles de l'environnement, etc. Ils vont également avoir des formations sur la médiation, sur régler les conflits, sur le voisinage, etc. Donc, plein de mises en situation comme ça. Ensuite, dans le cadre de la formation continue, il appartient, une fois qu'il a fini sa formation initiale, le CNFPT peut proposer des formations en continu, mais comme ils sont en tension, ils n'en proposent pas trop, ils font surtout beaucoup de formations initiales. Après, il appartient à l'employeur de faire des formations spécifiques pour ses employés, pour ses policiers de son territoire. Et nous, à Quimper, on a fait le choix effectivement de les former au PSSM1, donc le premier secours en santé mentale, premier niveau. On a également fait une sensibilisation sur tout ce qui est population LGBTQIA+, accueil et protection, et également accueil sur les violences sexuelles et sexistes, l'orientation, envoyer vers les bons interlocuteurs, etc. Ça nous c'est voilà, c'est ce qu'on a souhaité, c'est ce que j'ai souhaité moi. C'est la patte politique, quoi, en gros. C'est bon, Vincent? Oui, très bien, pardon. Merci beaucoup. Pascal, à toi? Oui, merci Philippe, merci Vincent. Philippe, c'était très, 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 très intéressant. J'ai appris plein de choses et surtout ce que je trouve extraordinairement rafraîchissant, c'est d'entendre des propos, j'allais dire, de gauche, humanistes, alors qu'on parle de sécurité. Ce que moi je retiens, c'est que tu as commencé par parler de trois choses. Tu as parlé de prévention, de lien et après de répression. Et en fait, depuis 1 heure, tu ne nous as pas encore parlé une seule fois de répression. Ce qui veut dire que ta philosophie, la manière dont vous l'abordez, elle est bien sur les deux premiers sujets qui sont à la fois la prévention et le lien. Moi, je suis très, très surpris aussi du nombre d'entités que tu as citées, j'allais dire, de conclaves, de réunions, de machins, de bidules qui se discutent les uns avec les autres. Je trouve ça
Celui de la nuit, par exemple, me semble hyper important. Je retiens aussi ce que tu as dit sur la police nationale et le mal-être de la police nationale et le fait que ces gens-là sortent de ce dispositif pour pouvoir aller dans les policiers, dans les polices municipales. Je pense effectivement que la police, c'est ce que tu as expliqué, c'est-à-dire c'est quelle philosophie et quelle mission on attend d'eux et comment on attend qu'ils remplissent les missions. Et dans tout ce que tu as expliqué, on voit bien que ça revient comme un leitmotiv chez toi, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que vos policiers municipaux soient en adéquation avec ce que vous pensez. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai deux, trois questions. Ma question, c'est euh, qu'est-ce qui aujourd'hui, t'expliquais que la police municipale s'était construite chez vous, qu'est-ce qui aujourd'hui est impossible, sur quoi il est impossible aujourd'hui de faire marche arrière? Qu'est-ce qu'on ne peut plus supprimer? J'allais dire, les polices municipales, je pense que maintenant, malheureusement, on peut revenir sur le débat que tu posais au début, c'est quelque chose de régalien. Je pense que malheureusement, c'est indispensable. Donc, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas? Et est-ce qu'il y a des choses, à travers ton expérience, au contraire, sur lesquelles il faut revenir, qui ont été un échec, qu'il faut voir d'une autre manière? Et pour compléter cette question-là, j'ai aussi compris que vous discutiez beaucoup entre professionnels, villes qui ont enfin, entre différents utilisateurs, on va dire ça comme ça, des polices municipales. Qu'est-ce que vous, Quimper, avez amené à d'autres, qu'ils ont pris chez vous, et qu'est-ce que d'autres vous ont amené et que vous avez implanté à Quimper? Après, des questions, j'en aurai 3 tonnes, mais je vais arrêter là, parce que Ça sinon, fait elle va me beaucoup de tirer les questions. oreilles. Alors, déjà, sans être prétentieux, hein, on a eu beaucoup de villes qui nous ont sollicité, de comment on a mis en place, demandez Angela, je pense à Concarneau ou à d'autres villes comme ça, qui nous sont rapprochés, comment on a mis en place le comité de la nuit, même notre police municipale, les bons outils. On a accueilli beaucoup, beaucoup de stagiaires, de policiers municipaux d'autres villes qui ont pris comme référence. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, elle est toute neuve, elle a été créée en 2021. Donc aussi, on a intégré toutes les nouvelles exigences d'une police municipale moderne, entre guillemets. Donc, elle est attractive pour cela. Euh, on ne pourrait pas la supprimer aujourd'hui, c'est clair. Parce que, comme je le disais au début de la réunion, c'est un service très, très, très transversal. Tout part de la rue dans une action municipale et de l'urbanisme, tout part de la rue. Les agents qui sont sur la voie publique, essentiellement, ce sont alors tous, hein, le jardinier aussi, tous, enfin il y en a plusieurs en tout cas, mais le policier municipal, par sa mission, va vraiment passer partout sur la ville quasiment en une journée. Et donc, il va repérer, je vous ai dit, tout ce qui peut être orienté après vers d'autres services. Je pense par exemple un trou dans la route, hop, un gros trou, il va le signaler à la direction des mobilités, à la voirie. Un éclairage public qui ne fonctionne pas, voilà. Et tout ça fait que il a un rôle en fait de cohésion très très important, le policier municipal. Et c'est là-dessus aussi qu'on insiste quand on les recrute. Mais le policier municipal, il est également l'interlocuteur de l'adjoint de quartier. L'adjoint de quartier qui a une difficulté d'une médiation, l'autre qui n'a pas taillé sa haie, la tension monte entre deux voisins, ils font le 17, police nationale disent non, non, nous, c'est pas ça, c'est pas dans le code pénal. Donc en fait, vous voyez que on a monté cette police municipale aussi en souhaitant et en étant conscient que la police nationale aujourd'hui ne s'occupait plus du tout de l'infrapénal, uniquement le code pénal. Ça rentre dedans, on intervient, ça rentre pas dedans, c'est pas notre affaire, débrouillez-vous. Donc avec un gros sentiment d'abandon de la population face à des conflits infrapénaux, et du coup, tout l'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir ces policiers municipaux qui font beaucoup de médiation au service de l'adjoint de quartier, par exemple. Mais pas que, l'adjoint au sport. Il y a quelqu'un qui s'introduit sur un terrain de sport, il va appeler la police municipale. L'action sociale, on peut, en lien également avec la police municipale. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un service transversal et tous les a priori que pouvaient avoir certains colistiers, enfin de l'équipe de la majorité municipale par rapport à la police municipale au départ, aujourd'hui toutes ces barrières-là sont tombées parce qu'ils voient que l'action d'une police
c'est police, c'est aussi le mot noble de société, quoi, de vivre ensemble. La police, voilà, c'est policé, ça a un sens tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on ne pourrait pas revenir en arrière. Après, ce que on pourrait regretter, moi, ce que je regrette, c'est que du fait d'un effectif relativement restreint, mais à la fois 800, on les voit quand même déjà beaucoup, à 15 sur la voie publique. Quand j'entends la droite qui voudrait en mettre 30, 40, je me dis, mais Quimper, c'est une petite ville, pour ceux qui connaissent, on va les voir partout. Là, je ne comprendrais pas. Ce serait plus insécurisant qu'autre chose pour moi d'en mettre de trop. Alors, ce que je peux regretter, c'est peut-être du fait du petit effectif, quand il y en a en formation, en congé, parfois il en reste que 5 ou 6, et du coup, pour pouvoir être agile et réagir rapidement en cas de urgence, il n'y en a pas toujours, mais en tout cas rapidement, il favorise le véhicule. Et moi, je pense qu'avec un effectif un peu plus important, on les verrait plus, et c'est vraiment mon souhait. Alors, à pied, à vélo, dans les bus, alors ils le font, mais à mon sens, pas assez. Voilà ce que je peux regretter. C'est ça. Plus de proximité encore, quoi. Pour donner aussi un exemple, parce qu'un exemple concret de ce qu'on a pu tester, on ne souhaite plus le faire. On avait eu une attaque aux chiens. Philippe a parlé des chiens en laisse. On avait mis en place un policier municipal avec un chien. Finalement, on est revenu dessus. Ça fonctionne pas. C'est un lien à la population très particulier. Donc voilà un type d'outil, par exemple, sur lequel on peut revenir. Ouais. Savoir aussi que c'est aussi mouvant. Donc les assises de la sécurité, les sujets étaient pas les mêmes en prioritaire et occupants entre 2022 et 2024. On appelle 2 ans. Aussi parce que certains ont été traités, comme le rappelait Philippe, au début on a eu des questions autour des marginaux en centre-ville, et ça a été réglé entre justement après les assises de 2022. Et du coup, il était plus prioritaire. On avait des nouveaux sujets qui étaient ressortis. Ou pareil, la sécurisation des abords d'école ou les choses avancent, il y a le plan d'action. Donc, ce qu'il faut être vigilant, c'est que les sujets, ils sont mouvants et qu'il faut tout le temps réinterroger les priorités, l'organisation. Et du coup, nous, on a cette forme d'assise qui le permet, mais ça va très vite, quoi. Ça évolue très vite. On a parlé, par exemple, des caméras. Nous, on est plutôt parti sur une doctrine qu'on n'est pas là pour tout filmer, on est plutôt là pour filmer là où il y a besoin. Donc, plutôt des choses qui bougent, qui sont là, où il se passe des choses. Et donc, c'est un peu le point de vigilance. Et dernier point aussi à savoir, c'est, comme le dit Philippe, là, on a monté entièrement la direction de la tranquillité publique. Ayez bien ça en tête. Clairement, c'est un gros investissement. Là, on est sur des budgets quand même très contraints qui ont déjà été de plus en plus contraints sur le mandat. En termes de création de postes, c'était quand même un sacré effort de la part de la ville de Quimper de mettre ça en place. Donc, quand on a aussi des listes qui annoncent plus 15 policiers ou plus 30, en fait, c'est des budgets qui ne sont pas soutenables. Clairement, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible de monter ça tel qu'il l'évoque. Donc nous, on fait aussi des petits calculs. Ça se chiffre vraiment en millions d'euros. Donc aussi cette vigilance-là, c'est le meilleure utilisation de l'argent public. Et c'est pour ça que ce qui compte, c'est pour faire quoi. On peut pas juste dépenser autant si on n'a pas des missions précises et ils les auront pas en fait. Donc c'est soit on supprime des postes, soit on crée ça, soit on limite à des actions très précises, prioritaires, où l'argent public doit prioritairement s'orienter vers ça. Donc c'est vraiment les points de vigilance qu'on peut avoir sur ces sujets. Juste pour moi conclure, en tout cas pour conclure, pour finir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que les sujets ont beaucoup évolué, changent, sont mouvants. On parlait au départ effectivement des marginaux, puis après de la sécurité routière ou d'autres sujets. Ce que je veux dire aussi, c'est que il y aura toujours, il y a une base incompressible d'en gros 13% de la population, où qu'on soit en France. On peut imaginer tout de suite quels sont cet électorat-là, ou qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, c'est nous sans doute, qui sont des incompressibles de 13%, qui sont des gens un peu flippés et qui auront toujours le sentiment d'insécurité. Un groupe de jeunes qui crient, qui jouent, je vous donne un exemple. Cet été, là il pleut, mais au mois de juin il faisait très chaud, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y avait des gamins qui étaient en train de faire une bataille d'eau devant la mairie. On a eu des appels parce que les gens, ça insécurisait les gens, quoi. Et quoi de plus normal que des adolescents qui font une bataille d'eau, voilà, ou des adolescents qui passent par-dessus une cour d'école pour aller jouer au basket un dimanche.
Donc tout ça, on voit bien, ou alors tout simplement un groupe de jeunes qui discutent fort, un groupe d'étrangers, des gens des Noirs, ah là là, des Noirs, ça fait peur, ou tout simplement des punaises de lit. Donc il y a 13% de personnes qui auront toujours un sentiment d'insécurité. Et cela, on les intègre, enfin on est obligé, on les écoute, mais voilà quoi. Ça a ses limites, quoi, la sécurisation de tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce serait une bonne idée d'avoir une ville sans risque et une vie sans risque. Parce que c'est bien, on ne fume pas, on ne boit pas, enfin bref, il faut bien vivre avant de mourir, quoi. Merci beaucoup voilà, pour ces derniers mots. On arrive voilà, à la fin du temps qui nous était imparti. Je l'avais dit en introduction, c'est un vaste sujet. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais vraiment là, je rejoins Pascal. On a appris beaucoup de choses et on a appris que voilà, il fallait se saisir de cette question et que avec les valeurs que l'on défend, on peut, j'allais dire, voilà, répondre aux besoins de sécurité des habitants. Et voilà, contrairement à ce qui se passe dans certaines villes, voilà, Philippe, vous avez cité Nice, on pourra en citer d'autres. Voilà, le travail peut être fait en bonne intelligence et en respectant, j'allais dire, voilà, nos valeurs, nos fondements, et c'est ça qui est important. Et merci beaucoup pour ce témoignage et cet apport. Je pense que voilà, tous les participants en retireront, j'allais dire, vraiment de bonnes idées. Et si je peux vous réinviter à regarder la vidéo qu'on avait mis d'Osons causer sur la France est-elle plus dangereuse qu'avant, vous y verrez que en fait, par exemple, le nombre d'homicides en France a, il n'y a pas d'explosion en fait des homicides. Il y en a autour de 900, 1000, 1100 pour 68 millions d'habitants. Et en fait, l'explosion, c'était dans les années 60-70 qu'il y avait une explosion des homicides en France. Aujourd'hui, donc il y en a vraiment, alors il y en a quand même 2, 3 par jour, c'est pas rien du tout, mais on est loin de l'explosion et des chiffres qui sont souvent évoqués. Et c'est souvent mis en valeur en fait par les médias Oui. qui insistent sur des crimes horribles et qui contribuent à créer ce sentiment de peur aussi. Tout comme la délinquance des mineurs est en baisse également. Oui. Et il y a une réaugmentation quand même du nombre d'homicides qui est liée au règlement de compte lié aux stupéfiants. C'est pour ça, dans le chat, je vous invitais à voir le documentaire Stups, qui est vraiment très bien, à Marseille. Donc, c'est vraiment compliqué. Moi, en Gironde, dans un quartier de mon canton, c'est très compliqué aussi. Il y a vraiment un sujet sur la drogue et le narcotrafic qui aujourd'hui gangrène notre société, mais ça va de pair avec la crise sociale, la crise économique ou l'augmentation des inégalités et des gens qui cherchent des solutions pour s'en sortir qui sont pas les bonnes. Voilà. Donc on a effectivement en tant que parti de gauche un gros travail à faire dans ce cadre. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à tous les participants pour cette soirée. Merci Françoise pour l'animation. Donc le lien vers la vidéo sera disponible ce week-end. On vous l'enverra dans une newsletter. Merci à tous et à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne campagne à ceux qui sont en campagne. Merci. Bonsoir.